Dimanche 22 décembre 2024, bienvenue à l'ère du temps qui reçoit donc Pascal Odiam, qui est docteur en sociologie, spécialiste des organisations et de l'économie. Mamoudi Brafal, conseiller diplomatique économique. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. 8 mois après l'alternance, les Sénégalais sont encore là. Ils attendent les premières mesures par rapport à la gestion du pays. L'Assemblée nationale a été déjà votée. Le budget est en train d'être examiné à l'Assemblée nationale. Pascal, 8 mois après cette alternance, quelle est votre analyse sur la situation économique, financière et sociale du pays? Merci Alassane donc, pour l'invitation. Ça fait déjà très longtemps qu'on n'est pas passé vous voir. Donc c'est une opportunité déjà pour parler du pays entre mars et décembre. Donc une croissance modérée. Déjà, par rapport aux chiffres que nous avons, l'inflation en baisse, c'est vrai. Donc là, si on fait une lecture assez objective des chiffres, c'est ce qu'on peut avoir. Mais quand même, un défi qui est persistant sur les finances publiques. Voilà, donc parce qu'il y a un déficit qu'il faut aller combler. Maintenant, il va s'agir de trouver les ressources pour pouvoir les combler. Donc si ce n'est pas en fait déjà un endettement prudent, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller trouver d'autres ressources? Donc, il y a la possibilité d'aller sur les innovations. Les innovations, donc la recherche, pour pouvoir aller, disons, acquérir d'autres ressources, puisque l'innovation est un facteur multiplicateur de richesse. Donc, si on a des ressources rares, limitées, il faut aller vers l'innovation. Et ça, c'est la recherche. Donc, nous sommes peut-être bien placés, peut-être pour approfondir sur ce point-là. Alors, donc, disons, des projections pour 2025, c'est vrai, avec 8,8. Donc qui sont peut-être assez ambitieux, peut-être. Mais quand même, il faut rappeler qu'en 2017, on a eu un pic en taux de croissance pour le régime de Macky Sall avec 7,2. Donc là, avec les hydrocarbures, donc on planifie pour aller sur le 8. Donc là, on est là pour observer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais quand même également, il faut dire aussi que par rapport au déficit, c'est vrai, donc il y a 3% de prévision pour la réduction, disons, de ce déficit-là. Mais toujours, on revient sur en fait la problématique des ressources qui sont limitées, et là où on doit aller les trouver. Donc si on ne va pas, disons, aller s'endetter, là aussi j'avais même noté qu'il y avait en fait une diaspora, des diaspora bonds pour financer l'économie. Donc on va attendre, est-ce que la diaspora pourra financer l'économie? Ou bien également, est-ce que, disons, les PPP, partenariats public-privé, donc pourront financer? Puisque les PPP, c'est vrai, c'est Abdoulaye Wade qui avait commencé cela, mais on n'avait pas une grande maîtrise avec tous les formats qu'on pouvait développer sur les politiques de partenariat public-privé. Voilà, donc là, tout ça sont des problématiques qu'on va approfondir, qu'on va analyser. Mais pour l'heure, en fait, c'est une croissance qui est modérée, donc sur du 4,1, 4,5. Mamoudi Brafal. Mamoud Ibrahim Fall. Merci Alassane, merci pour l'invitation. Bienvenue. Et relativement à la question qui a été soulevée, à savoir quel bilan de l'économie sénégalaise, 8 mois d'exercice du pouvoir du régime actuel, et je pense qu'il est prématuré de dégager des perspectives en termes d'évaluation et de suivi de tout ce qui a été fait jusque-là à partir, n'est-ce pas, de l'avènement du nouveau régime. Ce qu'il faut d'emblée dire relativement à cette question, c'est que les nouvelles autorités ont une vision et une stratégie nationale de développement économique et social qui émet une rupture par rapport à ce qui se faisait. Et donc, avant d'installer une période de rupture et des articulations stratégiques pour la future doctrine de politique de développement économique et social, il faut évaluer l'existant. Et je pense que ces 8 mois ont été des 8 mois d'évaluation pour pouvoir avoir une perspective d'avenir. Et qu'est-ce que cette analyse, cette période d'exercice du pouvoir, cet exercice analytique a pu donner? Monsieur le Premier ministre a fait une sortie au cours de laquelle on a dégagé le volume d'endettement du Sénégal. On a vu aussi dans l'exercice annuel du budget du Sénégal, on a dépensé plus qu'on aurait dû dépenser, ce qui articule
Absolument. un questionnement sur la capacité en 8 mois de dérouler un agenda pour lequel on n'a pas été élu. Il s'agissait d'un exercice très difficile, mais d'un exercice à la fois difficile et pédagogique. Pédagogique dans la mesure où on introduit une valeur, la valeur de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces 8 mois en exerçant le pouvoir, en voyant tous les agrégats macro et micro. Et cela ramène le pouvoir, le régime actuel, à articuler une nouvelle vision, une nouvelle doctrine, et des articulations nouvelles et des priorités nouvelles. Laquelle doctrine, qu'on appelle la doctrine du Jub, Jubal, Jubanti, ou encore la doctrine de la souveraineté, certains vous diront la doctrine du développement économique, social, endogène. Quelle que soit la définition, on peut s'accorder sur un dénominateur, c'est-à-dire les composantes de cette nouvelle doctrine de politique de développement économique et social. La doctrine nouvelle de souverainiste ou de souverainisme qui n'exclut pas le secteur privé international veut que l'économie sénégalaise soit une économie avec 5 composantes. La dimension territorialisation, la dimension endogénisation, la dimension modernisation, digitalisation, financement et la dimension exportation made in Sénégal. Voilà aujourd'hui ce qui campe la nouvelle doctrine de politique de développement économique social du Sénégal articulée autour de l'agenda de transformation systémique, la vision Sénégal 2050. Mais Voilà. pourquoi, Pascal, les Sénégalais ont l'impression, une perception qu'il y a une morosité économique? Bon, L'argent ne circule pas. C'est vrai. Donc, vous façon triviale. allez voir qu'il n'y aura pas de dépenses d'investissement. Donc, ça également, c'est ça. Donc, pour faire au moins circuler les ressources, il faut faire des dépenses d'investissement. Mais là, les dépenses de fonctionnement vont être, disons, au-dessus en fait, des dépenses d'investissement. Donc, ce qui veut dire que pour 2025, on aura une austérité. Donc c'est clair. Donc aujourd'hui, on ne sent pas l'argent circuler. Donc il y aura encore ce déficit-là. On va dépenser plus qu'on va, disons, engranger comme recette. Et là, les 8 mois d'observation, pratiquement ne serviront pas à grand-chose. Si en fait, on va faire du statu quo. Aujourd'hui, l'argent ne circule pas, les taxis, tout le monde dit que voilà, on ne voit pas l'argent. C'est parce qu'on n'investit pas. Donc c'est l'investissement qui crée de la richesse et qui fait circuler. C'est vrai que de parler de la territorialisation, c'est très bien. Donc ça, c'est l'horizontalité des ressources. Mais après, il faut aller sur la verticalité des ressources, que le chauffeur de taxi, comment on appelle ça, le yango, hein, le monsieur qui vend du café, puisse sentir, justement, voilà, puisse sentir les ressources arriver à lui. Donc ça, c'est quand il n'y a pas de verticalité, et là, c'est une stratégie qu'il faudra mettre en œuvre. Donc si également, au niveau, par exemple, de la fonction publique dont on parle, qui est, disons, la plus sécurisante, tout le monde veut aller dans la fonction publique, mais on ne va pas recruter. Donc avec l'OCDE, avec ses prévisions de 2011-2023, on a été avec des déficits, même avec les médecins, 500 et quelques médecins en déficit. Et là, par exemple, même pour l'enseignement supérieur, on vous dit un enseignant pour 19 étudiants. On est très loin du compte. Un policier pour 500 habitants. Donc pour 1000 habitants. Et un gendarme pour 500 habitants. Donc il faut que la fonction publique recrute. Déjà, également aussi, il faut investir pour que le secteur privé puisse, voilà, disons, fleurir. Et là, il faut pacifier l'espace. Moi, je pense que au début de cette observation dont parle M. Fall, c'est vrai, il fallait en fait pacifier l'espace. Que les gens, les investisseurs, par rapport au PPP, puissent venir et mettre leur argent. Mais quand il y a des coups de force, etc., des bras de fer, alors les gens se réservent de pouvoir investir. Et ça va se sentir. Donc, il faut mettre de l'argent pour avoir de l'argent. L'argent amène l'argent, comme on dit. Donc ça, c'est impératif. Voilà, donc c'est sur ces propos-là. Oui, mais pourquoi, de façon concrète, triviale, quand vous allez sur la corniche ouest, les restaurants sont vides. Les gérants disent qu'ils gagnent plus d'argent qu'ils ne gagnaient avant. Ça, c'est du concret, c'est des reportages qu'on a fait sur le terrain. Ça parle plus que les chiffres macro, que les grandes théories. Pourquoi les Sénégalais ont l'impression que l'argent ne circule pas? Bon, une partie de votre question repose même sur la question. Vous savez, le Sénégal
vient d'installer une nouvelle Assemblée nationale. Et le rôle de l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée nationale, une des prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir voter la loi de finances. C'est-à-dire que le budget du Sénégal, qu'est-ce qui fait circuler l'argent? C'est le dispatching du budget national. Absolument. Où en sommes-nous actuellement? Absolument. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que les 8 mois d'exercice du pouvoir, et j'avoue, Alassane, vous me connaissez, je ne défends pas l'indéfendable. Je me donne toujours la particularité d'être un intellectuel qui pense les choses, qui agit en fonction, n'est-ce pas, des dynamiques qui nous gouvernent. Absolument. Nous étions dans une phase d'exercice du pouvoir, mais un exercice du pouvoir limité par la non-existence d'un budget qui permettrait, n'est-ce pas, de dérouler un agenda pour lequel on a été voté, pour lequel l'actuel régime a été promis au pouvoir. Et par conséquent, la raréfaction des ressources financières se justifiait par une mesure de prudence. Le président de la République l'a dit et l'a répété. Je n'ai pas accédé au pouvoir par le mensonge. La vérité. Je ne gouvernerai pas par le mensonge et je ne céderai pas le pouvoir non plus par le mensonge. C'est-à-dire qu'il va essayer d'utiliser une pédagogie par l'exemple en travaillant et en articulant des positions qui riment avec ses positions d'hier et d'avant-hier. Mais il y a eu des taxes tous azimuts, avec J'en le fisc viens. un peu partout. J'en viens. Les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés, J'en interrogés, viens. disent qu'ils ont reçu des ATD, leur compte était bloqué, ils n'ont pas pu travailler. Il y a beaucoup de chômage aujourd'hui dans certaines entreprises. Ça, c'est réel, ça. Hassan, j'en viens à cette question. C'est pour clarifier un peu un point qui a été soulevé par Oudiane, mon oui. collègue Oudiane. Pascal, Oui. et qui est très intéressant, relative, n'est-ce pas, à la non-circulation, n'est-ce pas, de l'argent. Monétaire. Et des investisseurs qui hésitent. Non, les investisseurs n'hésitent pas. Les investisseurs envahissent même le Sénégal. Le problème actuellement, c'est qu'il y a un stand-by d'un processus pour clarifier l'écosystème économique sénégalais. Quelqu'un qui veut investir, mais il serait, n'est-ce pas, les bienvenus au Sénégal et d'investir. Maintenant, investir dans quel secteur? Dans les secteurs inopérants qui ont eu comme résultat Oui. à la salle, Oui, il faut c'est le vrai. dire. C'est vrai. Je vous écoute. Quand on parle de l'industrialisation du Rebondir. Sénégal, Oui. pendant ces 65 dernières années, c'est une politique d'industrialisation inopérante. Oui. Ça, vous et moi, C'est vrai. on peut convenir de ce résultat. Absolument. Est-ce qu'on va continuer à articuler les mêmes réponses pour les mêmes questions, les mêmes recettes pour les mêmes menus? Non. On a parlé de transformation systémique. Et qui dit transformation systémique dit aussi dans l'articulation, dans l'exercice, il faut qu'il y ait des ruptures. Et c'est à propos, n'est-ce pas, de cette dimension de rupture qu'il faut installer, Absolument. qu'on doit assainir l'espace Ouais. et donner une visibilité macro et micro à l'investisseur de savoir aujourd'hui quelle est la priorité du gouvernement du Sénégal. C'est quoi? L'agriculture. C'est peut-être. l'industrialisation. Voilà. Le Sénégal veut porter l'agenda 2050, vision 2050 de la transformation systémique du Sénégal à travers l'industrialisation. Oui, 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 d'accord. oui. Mais pendant ce temps, sur le terrain, de façon concrète, Oui. les chefs d'entreprise qui gèrent les entreprises, qui sont dans des situations difficiles, qui ont vu le compte bloqué, les ATD, les impôts un peu partout, qui sont plus déflatés. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, donc ça, c'est la réalité. Donc ils sont obligés, par exemple, de subir en fait la politique conjoncturelle. Ben voilà. Donc là, il faut traverser cette période-là. Et moi, c'est vrai que moi, je voulais rebondir sur, disons, les investisseurs dont il parle. C'est vrai que il y a des risques pays. Ça, on ne peut pas en fait ne pas être regardant. Quelqu'un qui doit pouvoir mettre son argent, il y a une analyse de risque à faire. Donc on doit pouvoir faire l'analyse risque sur la détectabilité, sur la fréquence des risques, sur la gravité, en fait l'impact des risques, etc. Après un plan d'action risque
par rapport à chaque chef d'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Je suis avec les business schools, par exemple, avec BEM. Donc, on fait énormément de simulations de mémoire dans Master 2 sur l'analyse des risques. Mais en attendant que tout ça se mette en place, Oui. de façon Voilà. concrète, qu'est-ce C'est qu'il ça. faut faire pour que déjà ceux qui sont dans les le entreprises. cambouis, Voilà. comment le faire? Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut maintenant trouver un espace de dialogue et parler avec le régime en place qui puisse ouvrir les vannes. On ne peut pas développer une économie en fait, par l'austérité, par la peur également aussi. Donc il faut en fait les amener sur d'autres terrains, d'autres opportunités. Donc par exemple, si je prends, c'est vrai qu'il y a le secteur de la presse, il y a l'agriculture, il y a énormément de secteurs qu'il faut booster. Mais la dernière fois, on parlait de la souveraineté, c'est vrai, c'est du souverainisme, mais il faut, à mon avis, donc séquencer ça sur 3 branches. On parle d'autosuffisance, c'est vrai, donc c'est par rapport au ravitaillement interne. On parle également de la sécurité, donc c'est le deuxième niveau de mesure également avec des indicateurs. Et après, on va aller sur l'autosuffisance, la souveraineté. Donc c'est 3 niveaux. Donc on ne peut pas, brûler les étapes et se dire d'accord, on veut en fait de la souveraineté. Donc il faut d'abord ponctuer l'autosuffisance, que les ressources soient bien aménagées sur le territoire. La sécurité, c'est par rapport à l'épargne nationale qu'on va mettre en place. Et ça, c'est de la production qui va le faire. Et c'est le privé, les entreprises privées qui vont produire et garder une épargne nationale qui nous permettra d'investir aussi. Et si on investit, je pense que tout le monde pourra trouver son compte. Comment calmer les inquiétudes des secteurs privés sénégalais aujourd'hui par rapport à la situation qui se dit inquiet? Je crois que si vous suivez un peu l'actualité politico-économique du Sénégal, vous vous rendrez compte de 2 événements majeurs qui ont mobilisé, n'est-ce pas, tous les acteurs clés de l'économie sénégalaise. Le premier événement, c'est les États généraux de l'industrie et du commerce, organisés sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Lesquels États généraux de l'industrie et du commerce ont mobilisé tous les acteurs clés de l'économie sénégalaise pour faire le diagnostic sans complaisance des 65 dernières années de politique industrielle que je qualifierais d'inopérante au Sénégal. Et au moment où je vous parle, ces commissions, le comité scientifique continue de travailler avec le secteur privé qui a été fortement mobilisé pour réfléchir sur les maux dont il souffre. Ça, c'est le premier élément de mobilisation des acteurs clés. Le second élément, le plus important, c'est la présentation de la vision Sénégal 2050 par le Premier ministre, qui a vu la participation, la mobilisation de ce que j'appelle l'industrie du savoir sénégalais. Je suis d'accord. C'est très important. Pour la première fois, on a une politique économique et sociale, une doctrine de développement économique et social réfléchie par des Sénégalais. On n'est pas allé chercher un cabinet McKinsey. On est parti du substrat culturel et de l'industrie du savoir sénégalais pour articuler, n'est-ce pas, une vision Sénégal 2050 et dont les termes et les composantes ont été déclinés. Et la gestion du quotidien, de tous les jours. Voilà. Moi, je parle de ça, je parle de concret. Non, on parle toujours du concret, Alassane. On parle toujours du concret. Parce que la vision Sénégal 2050, ce n'est pas... C'est un rêve. Le quotidien du Sénégalais. J'en viens au quotidien du Sénégalais. Alors, venons-en. Qu'est-ce qui rythme aujourd'hui le quotidien du Sénégalais? Après 8 mois d'exercice du pouvoir, on a vu l'actuel régime prendre des décisions en matière de réduction de la vie des Sénégalaises et des Sénégalaises, avec la réduction des prix de denrées de première nécessité dès les 3 premiers mois. Et selon les perspectives 2025-2029, d'autres mesures vont suivre allant dans ce sens. Mais le plus important dans tout cela, l'État ne peut pas continuer à faire des subventions et à jouer sur la régulation des prix. Les prix, c'est le marché qui régule les prix. C'est en fonction de l'offre et de la demande et en fonction aussi de l'écosystème international des affaires.
Sur le marché, qu'est-ce que l'État peut faire? Si le marché est plus augmenté. Oui, qu'est-ce que l'État peut faire? Le kilo de viande vous coûte aujourd'hui 4500 francs CFA. Qu'est-ce que l'État peut faire? Le pot de café est passé de 900 francs à 1200 francs. C'est ça. Sur le marché. Alassane, C'est ça. tout ce que vous venez de dire ne date pas d'aujourd'hui. La nouveauté, et là où il faut attendre les nouvelles autorités, c'est la perspective 2025-2029. Qu'est-ce que les Sénégalais vont attendre du régime actuel? Et à travers les ruptures dégagées et déclinées, qu'est-ce que nous attendons? Mais en 6 mois, en 8 mois, vous ne pouviez pas faire grand-chose parce que vous ne déteniez pas les leviers par lesquels on peut asseoir une nouvelle politique économique et sociale, parce que vous n'aviez pas le budget qu'il fallait. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'État du Sénégal a fait une option très claire. L'industrialisation, moteur du développement économique et social. C'est absolument. À travers le développement des filières et aussi à travers une industrialisation endogène et territorialisée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons quitter le triangle Dakar, Mbour, Thiès, qui est le triangle d'industrialisation du Sénégal, pour aller vers une territorialisation de l'industrie, du commerce et, n'est-ce pas, du développement et des politiques publiques. Je rajoute à cela, je rajoute à cela l'endogénisation de l'économie sénégalaise. Cela veut dire quoi? Parce qu'on peut avoir une politique de territorialisation, de développement économique et social ou d'industrialisation sans pour autant que cette stratégie soit accompagnée par une stratégie d'endogénisation. Le mot endogénisation renvoie à quoi? Renvoie à ce que ce qu'on produit profite à l'économie nationale. Absolument. Pour qu'on puisse avoir une forte consommation des produits made in sénégalais, mais plus et mieux avoir de la plus-value à travers l'exportation du made in Sénégal. Voilà. Et ça, c'est très important. Et pour le moment, je pense que la feuille de route qui a été dégagée et qui va constituer la feuille de route 2025-2029 à travers les différents ministères qui auront, n'est-ce pas, des applications sectorielles de l'agenda de transformation systémique, le Sénégal promet et peut faire espérer. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Mamadou Ibrahim Fall, conseiller en diplomatie économique, et Pascal Odiam, docteur en sociologie spécialiste des organisations de l'économie. Docteur, quelle lecture faites-vous du budget 2025 et le financement justement de l'économie endogène dont on parle? Bon, je reviens sur ce que j'avais déjà dit. Ce financement-là ne sera pas fondé sur beaucoup d'investissements. Donc, ça sera en fait, on va soutenir en fait le fonctionnement. Donc, les salaires, etc. Donc, le fonds de fonctionnement. Déjà, on a augmenté le budget de la primature, etc. Voilà, ça on sait. Mais ça sera beaucoup plus en fait fondé sur l'investissement. Donc, autant pour moi, sur le fonctionnement. Alors, déjà, on ne pourra pas avoir les ressources en fait par rapport à la circularité, à la circulation en fait qu'on voudrait, qu'on souhaiterait pour ces ressources-là. Pourquoi? Et là, si on n'investit pas, on ne peut pas espérer avoir quelque chose en retour. Donc, on va dépendre des fonds venant de l'extérieur, donc la diaspora, les PPP, pour financer les industries. Donc là, c'est un problème. L'industrie, pour financer l'industrie, ce sont des financements lourds plutôt. Voilà. Donc, et après, c'est aussi à savoir quel type de filière on va mettre en place. Je sais qu'il y a la pharmacie, c'est vrai. Donc, après, c'est pas forcément il faut produire, mais après, il faut développer la recherche pour la pharmacie. Il y a des filières porteuses par rapport à l'international qui pourraient, en fait, par rapport aux exportations, nous ramener des choses. Il y a du textile, pourquoi pas. Il y a Sonacos qu'il faut relancer. Donc, l'industrie, forcément, en fait, c'est incontournable. Et ça crée des emplois. Donc maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir des ressources pour que chaque secteur puisse en fait recevoir en fait la part de ressources en fait attendues. Pour financer l'économie, il faut de l'argent. Forcément, il faut de l'argent. On le trouve où? Mais là, ils disent que déjà le régime en place, on doit aller sur l'endettement prudent. Donc c'est normal, c'est bien, d'accord. Mais maintenant, si on ne va pas s'endetter, par rapport à la fiscalité, les entreprises subissent, c'est très très lourd. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut aller sur la recherche, l'innovation. Donc, il n'y a que ça qui peuvent en fait faire des rentrées de devises. Voilà, disons conséquentes. Maintenant, quel type d'innovation? C'est vrai qu'ici au Sénégal, on a eu quoi? Carbone 14 en 1963 de Cheikh Anta Diop. On a eu Souleymane Mboup en 1985
avec la découverte du VIH-2. Sanoussi, 1996, je pense, avec la machine de Fognon. Qu'est-ce qu'on a comme innovation? Rien. Le Sénégal est là, donc on ne produit rien, on subit. Donc on fait en fait du maintien. Donc je crois que déjà si on veut engranger des ressources, soit c'est l'innovation, après là c'est la récupération de l'informel. Parce qu'on a pratiquement à 46% de la population active qui est dans l'informel. Bon, mais parfois on a également d'autres chiffres qui nous amènent sur les 90%, mais bon, c'est beaucoup plus sur les moins de 50%. Donc il faut récupérer. C'est des ressources. Et l'État a besoin de budget, d'argent. Sinon, l'État va taper sur les entreprises, les taxer. Et justement, Alassane Diop ne va pas trouver moyen pour respirer. Donc on a besoin de ça. Donc les moyens de financement doivent être vraiment diversifiés. Donc surtout, moi j'insiste surtout sur l'innovation. Puisque demain, l'avenir sera fait d'intelligence. Donc il n'y a que l'intelligence qui doit dominer. Et donc on doit arrêter tout ce qui est, politique politicienne, parti politique, vraiment pour mettre les compétences devant. Donc choisir les bonnes personnes aux places qu'il faut. Donc seuls les compétents doivent pouvoir diriger. Bon, c'est vrai que je peux témoigner d'une petite expérience sur les listes, les élections passées. On a vu des ménagères, d'accord. Ménagères, c'est quoi? C'est les techniciens de surface. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui refusent de rester à la maison. Parce que si tu restes à la maison, on va dire d'accord, c'est une ménagère. Mais qui vont faire du commerce. C'est bien d'avoir des professions commerçants, au moins pour montrer aux gens qu'on veut diriger, représenter, que moi je suis dans quelque chose. Mais je suis absolument sur rien, donc je veux être sur des listes, etc. Voilà, donc il faut donc changer les habitudes. Revenir sur la question des valeurs. Donc, beaucoup estiment qu'il y a de l'argent, il y en a plein dans le monde. Hein. Le problème, c'est d'avoir de bons projets pour faire financer ces projets. C'est quoi l'État du Sénégal va s'appuyer pour financer son économie de façon endogène? Tout à fait. Je pense que la répétition étant pédagogique, on va revenir sur le modèle ou les indications de sources de financement dégagées dans la perspective de l'agenda de transformation systémique. L'État du Sénégal privilégie de moins en moins l'endettement public, vous l'avez dit. Moins d'endettement public et peut-être, j'allais dire, plus d'endettement privé. Parce que le marché financier international, il est ouvert. Et un État a la latitude, n'est-ce pas, de dégager une feuille de route vers le marché financier international pour faire des emprunts qui avantagent, n'est-ce pas, ces projets et son taux peut-être de remboursement. Donc moins d'endettement public, plus d'ouverture sur le marché international, une ouverture vers la diaspora. J'ai entendu le Premier ministre parler de diaspora bond. Ouais. Et l'idée la plus ambitieuse, c'est le Patriot Bond, où les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora puissent participer à la mobilisation de ressources pour financer l'économie nationale. On l'a vu ailleurs. Ça, c'est un. Deux, le secteur privé national. J'insiste beaucoup. Pour une politique d'industrialisation ou une politique de développement économique et social endogène et territorialisée, porteur et créateur d'emplois durables, il nous faut un secteur privé qui investit au Sénégal dans des secteurs porteurs. Et le développement des PME, PMI. Je crois que c'est là. Est-ce que l'environnement ici est? J'en viens. Ce n'est pas l'industrialisation lourde. Vous allez dans un pays comme la Turquie, vous allez dans un pays comme le Luxembourg, vous allez dans un pays comme l'Australie. Dans beaucoup de pays aujourd'hui dits développés, c'est le secteur des PME, PMI qui porte l'économie nationale. Absolument. Et c'est là où, au Sénégal, on ne voit pas de l'effervescence. D'où la rupture qui a été introduite dans l'agenda 2050 avec un secteur privé qui va participer dans le développement des filières à forte valeur ajoutée. Vous avez parlé de la filière cuir, il y a la filière céréales, il y a filière, comment dirais-je, des ressources extractives. Donc, dans beaucoup de domaines,
le Sénégal peut mobiliser son secteur privé pour le situer au cœur, n'est-ce pas, de la stratégie nationale de transformation systémique. Autre chose, le secteur privé national, n'écartons pas les formats de joint venture. J'apprécie beaucoup le format de joint venture qu'on a pu développer dans d'autres pays. Et le Sénégal doit tendre vers des joint ventures avec le secteur privé international pour une plus grande plus-value au niveau, n'est-ce pas, de l'articulation de la politique économique et sociale du pays. Autre élément qu'il faut ajouter dans la mobilisation des ressources, les impôts. Moi, je suis pour un taux très faible, ou moyennement faible, mais réparti à une échelle beaucoup plus large. C'est-à-dire que plus de Sénégalais puissent payer l'impôt et que cet impôt soit inscrit dans une marge relativement stable et acceptable. Maintenant, pour les entreprises, c'est là où je rejoins l'idée d'Alassane. Le secteur privé national, vous prenez le secteur des médias. Et je pense qu'il faut une articulation, une nouvelle articulation et une nouvelle politique, n'est-ce pas, du modèle de développement économique de l'entreprise de presse au Sénégal. J'ai pris un exemple. Vous allez en Espagne ou au Luxembourg, on vous dit, pour les droits de télévision de la Coupe du Monde, on distribue ça à des organes de presse privés. Oui, ça c'est une politique pour accompagner le modèle économique qui va donner le renouveau, qui va apporter le renouveau au secteur des médias. Ça c'est une option. Mais aujourd'hui, la RTS ne peut pas compétir avec ITV, ne peut pas compétir avec Walfadjri, etc., etc. Donc, dans beaucoup de domaines, il faut que l'État puisse faire ce qu'on appelle le look out of the box pour essayer de trouver des solutions imaginées et qui s'adaptent, n'est-ce pas, à la nouvelle réalité pour ce qui est des médias. On a articulé, n'est-ce pas, une piste de réflexion, mais pour d'autres secteurs aussi, il y a des pistes de réflexion à envisager et je pense que tout concourt vers un nouveau écosystème des affaires au Sénégal. Parlons, n'est-ce pas, des réformes. Il nous faut des réformes. Des réformes peut-être douloureuses pour l'administration fiscale, l'administration douanière et l'administration en général. Vous voyez, la question la plus fondamentale aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est que est-ce que l'agenda 2050 de transformation systémique du Sénégal peut être porté par l'administration publique actuelle? Ma réponse, elle est définitivement non. Pourquoi? Parce que c'est seulement au Sénégal qu'on trouve dans l'administration des gens qui sont beaucoup plus riches que les industriels et les hommes d'affaires. Ça, c'est un. Le deuxième aspect, c'est la lourdeur des procédures et des protocoles. Le troisième aspect, c'est la corporation. Les intérêts, les avantages qu'on veut garder. Le Sénégal de demain, si on veut le privilégier, si on veut le construire, on ne doit plus le construire en termes de privilèges corporatifs, mais en termes, n'est-ce pas, de comment dispatcher des plus-values pour que le Sénégalais de Fongolémi, le Sénégalais de Bambey, le Sénégalais de Nioro puissent se retrouver dans les nouvelles politiques publiques. Et là, je rejoins l'idée de Donald Trump avec son Dodge. Il nous faut réformer l'administration publique sénégalaise pour que cette administration soit le levier fondamental de l'articulation de l'agenda 2050 de transformation. Alassane, si vous me permettez, un dernier aspect, c'est les réformes. Les réformes foncières. Un industriel a besoin du foncier pour s'installer. Absolument. Un industriel a besoin de l'attractivité fiscale, des formalités douanières souples et transparentes. Et ça, Alassane, aujourd'hui, si vous sortez, vous amenez ici de la marchandise, vous allez vous rencontrer avec des tracasseries qui vont vous décourager. Autre chose, dans toujours, n'est-ce pas, les contraventions qu'on voit dans les rues, toujours le phénomène existe de raquettes.
Oui, absolument. Disons-le bien. Absolument. Aujourd'hui, vous sortez. Vous avez commis une infraction sur la voie routière. Le policier qui vous arrête, il vous demande de l'argent. Cette pratique continue jusqu'à présent. Il faut réformer et digitaliser pour que le rapport argent ne puisse plus être lié le consommateur qui est le client de la commande publique et celui qui exerce comme gouvernement. Oui, Pascal, il Donc, repose ces encore réformes-là, la question de fond. La question de fond, C'est on ça. l'a dit au début, c'est l'environnement. L'environnement qu'il faut réformer de façon globale. Absolument. Donc l'environnement, les mentalités. Les mentalités. mindset. Avant même d'entrer même dans les mentalités, j'aurais même suggéré que c'est vrai qu'on peut beaucoup plus insister sur, disons, la tranche 2025-2029. Oui, je crois que c'est beaucoup plus pragmatique. Donc 2050, c'est encore loin. C'est vrai qu'il faut une vision, c'est vrai. 2050, c'est Ça- la ça vision reste- globale. Oui, c'est vrai. Mais après, ça a été théorisé pas mal de... Non, il y a des phases. Il y Oui, a des oui. phases quinquennales. hein. Oui, Par exemple, 2025, 2029. Laisse-le Voilà. part. Jusqu'à 2029, c'est encore bon. Ouais. Pascal. Mais par exemple, si on regarde, en fait, il y a beaucoup d'économistes auparavant qui avaient théorisé sur, en fait, la révolution industrielle en Afrique pour 2050. Également la population démographique par rapport à l'Afrique, inclus donc le Sénégal. Donc il y a énormément de choses. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de bien développer sur 2050. Donc, et là, après, on peut même, en fait, critiquer encore mieux le projet. Mais quand même, si on reste sur 2025-2029, c'est encore bon, je crois. C'est une stratégie nationale. Donc, et c'est plus pragmatique. Donc, la réforme, c'est vrai, dont vous parlez, les mentalités disons, à réorienter. Et ça passera forcément, comme Alassane le dit toujours, par l'éducation. Donc, nous enseignons. Donc, il faut les valeurs. Et là, je crois qu'avec le social, les techniciens du social, on doit mieux s'investir pour voir comment vraiment réorienter. On a des instances d'orientation. En sociologie, on a, c'est vrai, l'école. On a la famille, on a la religion. Et tout ça, on doit pouvoir les sauvegarder. Et ça, parce que ça participe en fait de la socialisation de l'individu. C'est vrai qu'en 2000, on a libéralisé les énergies. Donc maintenant, ce sont les opportunismes. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir fermer. C'est le seul pays où je vois, ou bien par exemple en sociologie, on parle de la dynamique de groupe. Et pour ça, on a des étapes aussi. On a à mettre un cadre normatif. Après le cadre normatif, on doit mettre un cadre conformatif, les mentalités pour se conformer aux normes. Après le cadre conformatif, on doit aller sur le cadre systémique. On parle énormément de système. Mais pour faire un système, ça doit se reposer sur quelque chose. Donc il y a une logique. Hein. Un système, c'est une structure. En fait, ce sont des fonctionnements, ce sont des flux, ce sont des stocks, des réservoirs à approvisionner, etc. Donc c'est tellement complexe. Et toute complexité se gère par un système. Mais d'abord, il faut qu'on dépasse le normatif. Depuis 2000, le Sénégal discute que de normes, de textes, de lois. Et les gens ne sont pas pour. Donc on a du mal pour passer à l'étape supérieure par rapport au conformatif. Et depuis lors, on nous parle de systémique. Non, avant le systémique, d'abord, il faut du conformatif. Donc les mentalités puissent accepter les statuts, ce qu'on a mis en place, que tout le monde puisse avancer. Mais si les gens n'acceptent pas, on ne peut pas évoluer pour aller dans le systémique. D'où la mise en place de consensus. Absolument, fort. forcément. Donc il le faut. On doit se conformer par rapport à ça. Donc on doit utiliser toutes les techniques d'influence possibles. La normalisation, la soumission à l'autorité, énormément de choses qui sont là, qu'on doit pouvoir mettre en place. Alors si on rate ce point-là, on ne pourra pas être dans le systémique. Le systémique, c'est pour le fonctionnement. Donc l'environnement, les mentalités sont très, très, très importants. Donc on ne peut pas entrer dans les détails. Ouais, rapidement, le dernier point, les politiques, parce que le temps le temps, on va absolument. parler, le temps. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de la bataille pour la mairie de Dakar? Les enjeux pour vous avez bien voulu, vous avez aimé nous introduire dans un débat tout à fait politicien, au lieu de nous laisser dans... Vous parlez de la politique dans- aussi. On pourrait prendre 4 heures de temps dans à l'espace discuter. C'est technique, intéressant. n'est-ce pas, Oui, de la question de l'importance de l'éducation et du capital humain. Absolument. Dans Ça nécessite dans le projet. autre grand débat. Effectivement, il faudra y revenir alors. C'est ça. Alassane, l'enjeu autour de la mairie de Dakar, si enjeu il en est, Bien sûr. ce serait peut-être de voir les Dakarois qui se sont exprimés à travers des élections libres et transparentes, élire un maire. Et aujourd'hui, ce maire est l'objet, n'est-ce pas, de termes
que d'aucuns appelleraient révocation, d'autres diront comment dirais-je, il n'est plus sur la liste, il est radié des listes et par conséquent il doit perdre son rôle de conseiller municipal et par ricochet ne plus être maire de Dakar. Moi je pense personnellement, tout en n'étant pas un expert électoral ni un expert de la Constitution, je crois que nous sommes en phase d'un combat à la fois politique et judiciaire. Judiciaire dans la mesure où il s'agit d'interprétation. Et sur ce point, je voudrais dire que l'autorité administrative, à mon avis, n'aurait dû pas agir de la sorte. Parce que c'est un problème qui devrait être réglé soit par une plainte déposée au niveau peut-être du Conseil constitutionnel pour constater que Barthélémy Diaz a été antérieurement par la radiation de son poste de député, la conséquence directe, n'est-ce pas, de ne plus être éligible pour être député serait, n'est-ce pas, aussi une inéligibilité pour être maire de Dakar. Et là, la justice aurait pu articuler une réponse. Donc pourquoi le Conseil a validé sa candidature alors, de députation? Là, vous posez une autre question. Parce que c'est là où j'allais venir. Qu'est-ce qui a pu faire de telle sorte que Barthélémy Diaz puisse disposer d'un certificat comment on l'appelle, casier judiciaire. C'est ça, c'est là où le problème s'est posé. Parce que quand on dispose, n'est-ce pas, d'un casier judiciaire, cela veut dire que on n'est pas frappé par la loi telle qu'on l'a déclinée aussi bien dans le code électoral ou dans les textes législatifs. Là, j'ai un problème. Mais dépassons ce stade et venons-en aux faits. Les faits font constater que Barthélémy Diaz est frappé d'une condamnation et par conséquent, il peut perdre et son poste de député et son poste de maire. Mais par quelle voie? Moi, c'est la voie administrative qui me gêne. C'est toujours ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko et autres avant les élections de 2000. On a une administration territoriale, un commandement territorial qui n'est plus dans la rigueur administrative et dans les perspectives nouvelles qui se dégagent en termes de management public. D'où les réformes qu'on vient de souligner. La réforme de l'administration publique sénégalaise. Je suis sûr et certain que le président de la République, le Premier ministre, n'ont pas été au courant de cette décision, n'est-ce pas, du préfet de Dakar. C'est une décision qui est contestable, qui est contestée et qui a une base légitime d'être contestée et contestable. Maintenant, cela ne donne pas le droit à Barthélémy Diaz de dire qu'il est toujours maire de Dakar parce qu'il est frappé d'une condamnation, laquelle condamnation comporte des inconvénients. Et l'un de ces inconvénients, c'est matérialisé à travers la perte de son mandat de député et par conséquent aussi la perte de sa fonction de maire au niveau de la capitale. Pascal, c'est une question? Absolument. Bon, là, on ne va pas prendre de détour. C'est une question politique. Tout le monde sait que déjà, il y a une stratégie. La ville de Dakar, en fait, recentre énormément d'intérêt. Il y a toujours, en fait, un conflit. C'est 50 milliards de budget, la ville de Dakar. Voilà, donc laisser un maire comme ça. C'est les JOJ qui arrivent. Qui arrivent. Et j'ai même suivi Barth, en fait, hier, attaquer les Ndiaye et tout ça sur cette question-là. Donc, par exemple, à un comité qui détiendrait par devers eux, elle plutôt, lui plutôt 80 milliards, je pense. Donc, après, qu'il n'y ait aucune retombée pour la ville de Dakar. Donc déjà, ça c'est un problème. Donc en fait, il y a un fond politique là-dedans et je crois que les ficelles sont tirées ailleurs. Alors sur le cas Khalifa Sall, c'est vrai que c'était un décret du président de la République, mais là en fait, on a utilisé en fait le personnel administratif donc pour faire le travail. Mais tout le monde sait que voilà, donc là, le monsieur Diaz a une légitimité populaire, il a été élu.
Et on a accepté en fait qu'il soit candidat inscrit. Donc la question du casier, etc. Aujourd'hui, après, il gagne les élections. On valide les élections avec la légitimité légale avec le Conseil constitutionnel. Et après là, on vient pour encore le destituer, donc le révoquer de son mandat de maire, etc. Donc vraiment, c'est ça. En fait, déjà ça rejette du point de vue économique les investisseurs quelque part. Donc ça les répulse. Donc quelque part, et c'est pas bon. Hein. Donc je crois que déjà pour qu'un pays puisse être en stabilité, vraiment il faut une justice. Et vous parlez le projet parle de Jubal, de Jubanti, etc. Donc il faut une justice pour tous, une justice inclusive, et même pour les politiques. Hein. Donc mais quand même si on va sur ce terrain-là, donc il y aura des frustrations, on va disons, stimuler des chapelles politiques qui vont après descendre sur le terrain. Après, ça peut créer du grabuge au niveau national. Donc moi, je crois qu'on doit pouvoir se ressaisir. Et même M. Diaz, ça ne nous coûte rien de le laisser terminer son mandat. 2027, c'est vrai, c'est bientôt. Et c'est vrai que le Sénégal, aujourd'hui, traverse énormément de stations politiques. Donc là, on est en 2025 déjà. 2026. Vous pensez qu'il s'agit de le laisser ou de ne pas le laisser? Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'appliquer la loi. Oui, maintenant, mais la loi peut être instrumentalisée. Les gens l'ont interprété. On interprété la loi Alassane. La loi, c'est l'interprétation. Oui, voilà. C'est ça. Chacun l'interprète selon ses... Le dernier recours de l'interprétation d'une décision de justice, ça existe. Barthélémy Diaz a interjeté appel. C'est ça, on attend. Un recours, plutôt. Oui. Il a fait un recours. Oui. Les gens discutent sur le caractère suspensif ou non suspensif du recours. Oui. D'autres parlent d'une élégance républicaine pour le laisser jouir de ces 10 jours et voir ce que le droit va être pour prendre la décision finale. C'est là où peut-être des consensus forts peuvent être retrouvés ou trouvés. Je pense que le Sénégal aujourd'hui doit faire l'économie de beaucoup de querelles, surtout de querelles politiciennes. C'est mieux pour tout le monde. Hein. Nous avons un nouveau régime dont la volonté de traduire, de matérialiser une vision de développement économique et social est réelle. Maintenant, c'est à ce régime de pouvoir utiliser le smart power pour mobiliser toutes les ressources nécessaires en vue, n'est-ce pas, de propulser ce Sénégal vers ce Jubal et Jubanti. Évidemment, sans complaisance, parce que, on l'a dit, on le répète, la répétition étant pédagogique, il faut plus de Jubanti. Et dans ce Jubanti, la justice a un rôle à faire, d'où les réformes qui doivent être, n'est-ce pas, des réformes que je qualifierais de douloureuses, mais nécessaires à tous les niveaux. Mais bon, au niveau de la justice, d'interpréter comme on voudrait, comme on le souhaiterait, la loi, on aurait pu en fait lui interdire de participer aux élections dès le départ, mais on l'a laissé faire. Donc après, on veut appliquer la loi. Je pense qu'il y a des calculs qui sont enfouis en fait dans cette stratégie-là. Mais quand même, comme on dit, la stratégie c'est la science des contraintes. Donc comme on a une contrainte devant, il faut trouver le moyen de le faire, disparaître. C'est tout à fait normal, comme disaient, disons, nos anciens professeurs. Mais quand même, je crois que le Sénégal est devenu très politique également. Donc 2027, on aura les élections municipales. Le pays va tourner autour des élections. 2028, on va commencer à préparer 2029. Donc le régime pour les 5 ans là, je ne pense pas qu'il travaillerait normalement. Voilà. Donc raison pour laquelle je pense que déjà, même par rapport au budget, on n'a absolument rien. Donc la conjoncture va continuer, l'austérité va continuer pour 2050 et en fait la préparation politique également va prendre énormément de temps, énormément de ressources. Voilà, le temps que vous impartez est terminé. Merci infiniment Pascal Odiane, docteur en sociologie, spécialiste des organisations et de l'économie. Merci à Mamoudi Ibrahima Fall, conseiller diplomatique économique. À la technique Amadessi et Charles Koulibaly. Bon dimanche à tous. Merci. Come on.